Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour après la 8e semaine de compétition en NFL, bientôt à la mi-saison. La semaine prochaine, nous atteindrons la mi-saison NFL. Ça passe à une vitesse folle. Une semaine 8 qui a été pleine de rebondissements, une première victoire pour les Jets, un retour aussi à la victoire pour les Ravens de Baltimore. On parlera aussi des divisions sud, notamment avec les Buccaneers qui se sont imposés, les Colts qui se sont imposés et qui prennent un peu plus d'avance dans leurs divisions respectives, puisque leurs adversaires directs n'ont soit pas joué, soit perdu. Bref, on a plein de choses à dire. Et puis, bien sûr, il y aura les coups de cœur, les coups de gueule de la fin d'émission de nos chroniqueurs. On va parler de tout ça. On va essayer de déblayer toute cette semaine 8 qui a été forte en émotion et pas forcément en match serré, mais on en reparlera tout à l'heure. Avec moi aujourd'hui, mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme tu l'as dit, une journée mouvementée, encore, en particulier du côté de Houston. En ce qui me concerne, côté de San Francisco, on a tenté une expérience, c'est de gagner un match de football sans voir le ballon. Bon, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Donc du coup, on va plutôt se concentrer sur d'autres franchises qui, elles, ont gagné leur match. Mon Yaya, bon, toi, t'as pas gagné ton match, mais on est habitué. Et comment ça va ? En pleine déprime. Je suis à l'infirmerie, je sais plus. Avec Cam, t'es avec Cam. Voilà, tout à fait. Mais comme dirait un certain philosophe, Mathieu Van Boll, au moins il n'aura pas de commotion. Donc, voilà. C'est le bon côté. On salue Mathieu qui nous écoute toutes les semaines et que vous pouvez retrouver notamment sur Twitch le dimanche. Hier, je suis passé un petit peu pendant son émission, pendant la Red Zone. N'hésitez pas à aller voir Mathieu. Il vous prépare plein de vidéos pour cette semaine, notamment sur le fumble controversé sur le touche-push. Mais vous découvrirez ça pendant toute cette semaine sur la chaîne de Mathieu Van Boll sur Instagram. Mon Vince est avec nous. Lui, il a gagné. C'est le seul qui a gagné dans l'équipe. Salut mon Vince, comment ça va ? Salut à tous, salut à toutes. Ça commence à être une habitude. Est-ce que je sois le seul à gagner ? Je me prends, oui, un peu. Enfin, une habitude, Seb, cheville qui gonfle, la tête. Oui, non, mais je suis content. Voilà, je suis content. Je suis content. J'ai vu une belle attaque de la part des Broncos, mais aujourd'hui, je ne vais pas trop parler des Broncos, puisqu'il y a énormément de choses à dire sur plein de choses. Il y a eu beaucoup de surprises, et puis on a aussi la preuve, enfin, s'il en fallait, que les coachs NFL écoutent Tailgate, puisqu'ils nous écoutent, ils écoutent nos conseils, et on a vu Saquon Barkley marquer un touchdown sur une de ses premières courses extérieures. On en a parlé la semaine dernière. La preuve, s'il en faut, que les coachs nous écoutent, et c'est très bien. Juste une petite chose, Seb va gagner la semaine prochaine, puisque ça joue les Giants. Ça devrait bien se passer normalement. Voilà, donc vu les bye week supplémentaires. Vu l'état de vos deux franchises, ça peut faire match nul. Non mais il va se calmer. Non mais attends, le gars de Yaya je veux bien, mais la main ça va quoi. Oh. Non mais attends. Le gars, il a pas gagné de match en playoff depuis je sais pas combien de temps, depuis Tim Thibault quoi. Donc faut arrêter. Une semaine 8, désolé, je reviens à l'émission. Une semaine 8 de compétition qui, je le disais, était l'une des moins serrées historiquement en NFL, puisque 11 des 12 matchs joués, le match entre les Chiefs et les Commanders n'a pas encore été disputé, se sont décidés avec au moins 10 points d'écart, ce qui est quand même assez rare pour le coup. Il n'y a eu qu'un seul match où il y a eu moins de 10 points d'écart, et on va en parler en premier. Ce sont les Jets de New York qui s'imposent face aux Bengals de Cincinnati. Une victoire 39-38, une victoire sur le fil, et enfin, tiens, on va commencer par Vince. Enfin Vince, une première victoire pour les Jets de New York. Alléluia. Et puis cette victoire, elle arrive dans un moment où on était plein de doutes pour ces Jets. On s'est commencé à se dire, mais quand est-ce qu'ils vont avoir cette première victoire, s'ils vont l'avoir, parce que clairement, là, le but, c'est vraiment d'aller chercher une place très haute à la draft. Mais on arrive dans une semaine, là, où cette semaine est la semaine qui s'est pas écoulée, avec Justin Fields qui s'est fait
détruire, saccager, malaxer par son propriétaire. Les mots clairement sont là, hein, parce que il l'a sorti du propriétaire, je n'ai plus le nom, je suis désolé. Woody Johnson. Woody Johnson qui a détruit Justin Fields. Mais c'est très rare hein, dans Alors, le milieu NFL de voir un propriétaire détruire un QB titulaire. Pour ceux qui n'ont pas vu, Woody Johnson a dit nous gagnerions plus facilement si notre quarterback savait lancer une passe. En gros, voilà. Oui, c'est à peu près ça. Voilà, ouais, c'est limite ça. Limite, il disait que ses enfants pouvaient faire mieux, quoi. Donc bon. Donc toujours est-il que Justin Fields a répondu sur le terrain et de fort belle manière, parce que en plus de cette victoire qui est arrivée donc 39-38 chez les Bengals, alors les Bengals on pourra en parler derrière, hein, mais pour le moment on va se concentrer sur les Jets. Justin Fields a fait quand même une prestation somme toute très intéressante, 21 sur 32 à la passe de 144 yards, un TD, 0 interception, et ça change beaucoup. Mais ce qui change beaucoup, c'est cette ligne offensive. Alors, on va le nuancer. 0 sac, effectivement, pour Justin Fields, on va le nuancer parce que la ligne défensive des Bengals, c'était une ligne qui, dans l'un des tout premiers podcasts de la saison, on disait que la défense pouvait potentiellement, sur une hot take, apporter les Bengals au Super Bowl. Spoiler alerte, non, ce n'est pas ça. Donc non, c'est clairement pas le cas. La défense a été apathique de bout en bout. Très très peu de pression allouée. Je n'ai plus la stat. Comme Jean-Michel apathique. Un seul hit sur Justin Fields de toute la rencontre. Un seul hit. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. À quel point la défense a été. C'est un peu comme le groupe Tragédie. Ils ont fait un seul hit dans toute leur vie. Ça commence, c'est dur. Alors, oui, j'en profite aussi pour signaler juste quelque chose. Et Sabrina aussi. Sachez juste qu'on entend les blagues de Flav, on les entend. Ne pensez pas que c'est un génie incompris. Non. On les comprend, merci Nicolas, on les relève. Merci Nicolas pour ton mail. Mais des fois, il vaut mieux ne rien dire, parce que sinon les podcasts qui durent déjà trop longtemps dureraient encore plus longtemps, et ça serait vraiment déprimant au bout d'un moment. Sinon, pour revenir juste sur le cas Justin Fields, il n'y a pas que Justin Fields, il y a tout. Il y a toute cette attaque qui a marché d'un coup en course, 250 yards en course. Alors oui, l'attaque a fonctionné, la défense des Bengals a clairement baissé pavillon, et ça, c'est un gros problème. Toujours est-il que les Jets s'en sortent avec leur première victoire, et Aaron Glenn est enfin content. Toi qui adores les Jets, mon Yaya, tu devais être content hier, non? Alors écoute, je me suis fait une réflexion en regardant le match. Oui. J'ai changé d'équipe de New York, il s'est dit. Non, on va peut-être pas pousser mes mains dans les orties. Non. C'est par contrat, je ne peux pas les Jets. Je ne dirai pas pourquoi, parce qu'on est dans une émission de grande écoute. Malgré tout, il y a un truc qui me fait penser chez eux, et comment dire, il y a un frémissement qui me fait penser à ce qui s'est passé du côté de Détroit à l'arrivée de Dan Campbell. Et même s'il n'y a pas de quarterback, je trouve qu'il y a des choses, il y a des frémissements. Quand tu es déjà à 0,7, normalement, le vestiaire explose, tout saute, ça tire dans tous les coins. Là, c'est effectivement c'est Woody qui balance dans la presse, mais ce n'est pas le vestiaire. Et même si Garrett Wilson qui n'était pas là d'ailleurs, avait râlé en plein match, même si Sauce Gardner n'est pas là, en fait, le vestiaire tient. Et surtout quand tu es mené, quand tu as 0,7 et que tu es mené de 2 scores, tu continues et tu vas aller chercher la victoire. Moi, il y a quelque chose dans cette équipe, je me dis que la flamme n'est pas éteinte. Donc, avec beaucoup de travail, avec encore le chemin est encore long, mais je me dis qu'il y a des choses derrière qui vont pouvoir arriver et que c'est peut-être pas si mal que ça. Bien entendu, guerre à l'enflammate comme d'habitude, mais pourquoi pas. Ils ont des armes pour trader, pour récupérer des tours de draft, peut-être des joueurs problématiques et qui peuvent aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais je pense qu'ils ont trouvé quelque chose avec ce coach.
Mon cher Seb, on a les Jets qui étaient menés 38-24 à l'extérieur à 10 minutes de la fin du match, qui s'impose donc 39-38. Est-ce que finalement, cette victoire des Jets, c'est pas un peu la victoire de la résilience quand même? Ils n'ont jamais lâché, jamais. Ils ont été menés de bout en bout dans ce match-là, 10-0 très rapidement. Ils étaient menés 24-13 à la mi-temps. Ils étaient menés 31-16 à la fin du troisième quart. Comme je viens de le dire, 38-24 à 10 minutes de la fin. Et finalement, ils s'imposent. On pourra au moins leur reconnaître ça. Ils n'ont jamais rien lâché. Non seulement les Jets remportent leur première victoire, mais en plus, effectivement, comme tu l'as souligné, ils remportent une victoire alors qu'ils sont menés pendant une grande partie du match. Ils vont marquer 3 touchdowns de suite dans le quatrième quart. 2 de ces touchdowns vont être convertis à 2 points par Justin Fields. 23 points encaissés dans le quatrième quart-temps pour Cincinnati. Ils ne s'en remettront pas. Pourtant, il faut signaler que les Bengals s'y sont employés, les Bengals, s'y sont employés. 38 points marqués, c'est leur record de la saison. Mais ça ne suffira pas. L'attaque des Bengals, elle a tourné à plein régime pendant 3 quarts-temps et demi. Ils ont marqué sur 6 de leurs 8 premières possessions. Mais, et je vais en revenir toujours au même point, messieurs, une défense qui encaisse 502 yards face à une attaque de New York qui déjà n'était pas forcément la plus réputée, mais qui en plus est privée de Garrett Wilson, qui est a priori sa meilleure arme offensive, ça pose quand même pas mal de questions sur cette fameuse défense qui devait les emmener au Super Bowl. Mon Dieu, que cet épisode des Overreactions de la semaine 1 a mal vieilli. Je vous invite à le réécouter pour entendre ce que Seb disait à ce moment-là. Alors oui. Alors, je vous fais juste un petit spoiler pour ceux qui l'ont pas écouté. Je suis la seule personne à avoir fait preuve de lucidité autour de cette table et sur ce sujet précis. Voilà. Parce que je n'étais pas là. Mais sinon, j'aurais dit que c'était une équipe qui sert à rien. Voilà, les Bengals, ça sert à rien. C'est comme le H dans Hawaï. Mon avis était un peu plus élaboré. Mais... Oui. Comme d'hab. Oui, comme d'hab. Il faut savoir faire concis des fois, tu vois. Mais dans concis, il y a si. Pour en revenir au sujet, donc 38 points marqués, record de la saison néanmoins pour Cincinnati. Joe Flacco s'en sort bien, 21 sur 34, 223 yards, 2 touchdowns et 2 courses pour 14 yards qui seront couronnées d'un TD. Et il est, le saviez-tu, il est le 7e joueur de plus de 40 ans à marquer un TD dans l'histoire du foot. Les 6 autres sont Tom Brady, Drew Brees, Doug Flutie, Jerry Rice et Vinny Testaverde. Et il est le plus vieux marqueur de l'histoire de Cincinnati. Auparavant, c'était Terrell Owens à 36 ans. Comme quoi, le 3e âge, c'est quand même beau. Néanmoins, avec cette défaite, Cincinnati, il loupe l'occasion de revenir à l'équilibre. Et quand on voit ce qui arrive sur le calendrier, il va falloir réaliser quelques hold-up maintenant pour espérer accrocher les playoffs. Surtout que Joe Flacco est blessé légèrement à l'épaule. Alors il est en day-to-day, donc on va voir au fil de la semaine son évolution physique, mais il n'est pas certain qu'il puisse jouer la semaine prochaine. Et on a vu tout de suite, même quand Jake Browning est rentré pour le dernier drive, c'est un peu plus compliqué. Juste un petit mot parce qu'on n'en a pas parlé sur Breece Hall. Alors Vince a parlé du jeu de course en général, mais Breece Hall c'est 133 yards à la course et 2 touchdowns à la course, plus une passe de 4 yards pour touchdown. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. C'est le dernier. C'est le dernier, voilà. C'est Breece Hall qui envoie le dernier TD. Donc c'est vraiment une grosse performance du cours. On sait que c'est un coureur talentueux, Breece Hall. C'est vraiment une très belle performance, très belle performance de sa part. Oui. Il avait fait une très bonne saison rookie, qu'il avait été fauché en plein vol par les croisés, tu connais. Et il m'est arrivé la même chose. Ouais, voilà. Et derrière, l'épisode Aaron Rodgers l'a un peu éclipsé. Et là, de revoir performer, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que... Oui, vas-y, mon... Attention, tu parlais tout à l'heure, Yaya, de monnaie d'échange, de trade deadline, etc.
Brissol, il est peut-être dans le trade block. Hein. C'est ce qui se dit du côté de New York. Ça peut effectivement. Est-ce que vous avez vu aussi cette stat complètement folle et c'est peut-être une faiblesse quelque part des Bengals de Cincinnati aussi, le nombre de targets de Ja'Marr Chase. J'allais y venir, hein. C'était le truc après. 19 fois visé pendant ce match-là, 12 réceptions, 19 targets, sachant que le match précédent contre Pittsburgh, il avait déjà 16 réceptions. C'est-à-dire que là, derrière T. Higgins, c'est 2 targets. C'est 19 targets sur 33 lancés vers des joueurs. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 14 lancés pour tous les autres receveurs. Ça peut être... C'est une très grosse faiblesse, clairement. Mais surtout, on a perdu Gesicki, qui n'existe plus. Tous les tie-ends, le jeu de tie-end n'existe quasiment plus. Noah Fent, on le voit un petit peu. Voilà. Le Sivas, il est à 0 réception. Mais c'est laborieux. Et puis T. Higgins n'a que 2 targets. À mon avis, c'est une petite cocotte minute là qui est en train d'exploser. Attention. Oui. En tout cas, les Bengals. De ballon, on y croit encore aux Bengals ou non, c'est mort. On n'y a jamais cru. Enfin, c'est moi, pas de mon côté, si en semaine 1. Ah non, mais non. Si, quand ils avaient encore Joe Burrow et tout, si, on pouvait y croire. C'était un 2-0 avec Joe Burrow aussi. Mais non, mais semaine 1, ils battent quand même les Browns avec Joe Burrow 17-16, quoi. Hein. Mais n'empêche qu'ils gagnent. Et on leur dit que c'est la défense qui va les amener au Super Bowl, s'il vous plaît. C'est bon. Non. Les gars, vous n'avez pas compris le concept de l'overreaction. Mais si, j'ai compris. Mais moi, je te dis que je n'ai jamais cru quand même. Mais tu peux me donner l'overreaction que tu veux. Et moi, c'était mon overreaction pour dire qu'ils étaient nuls. Bah voilà. À 2-0 avec Joe Burrow, tu n'y croyais pas. Mais on sait très bien qu'ils arrivent toujours à trouver un moyen pour se prendre les pieds dans le tapis. Oh, bah j'en connais d'autres. Oui, mais nous excuse-moi. Oui, mais ils jouent pas tous avec des tigres sur la tête, hein, je te le dis. Oui. Bah, écoute. Bon. C'est pas beau de parler des Jets, des Patriots, des Lions. Alors, les Patriots, jusqu'à preuve du contraire, ils ont gagné. Cette année, oui. Ils ont un fan qui leur porte la coude, donc c'est bon. Hein. Juste pour revenir sur les Jets, c'est vrai qu'on a parlé et Yaya a raison sur l'arrivée d'Aaron Glenn, il a apporté quand même pas mal de choses et on sent le vestiaire quand même assez soudé, malgré cet amoncellement de défaites. Mais il ne faut pas oublier quand même dans toutes ces défaites, dans les 7 premières défaites, il y a 3 défaites à seulement 2 points et 2 autres défaites en plus à moins d'une possession. Quand on voit le calendrier qu'ils ont eu, ils ont joué les Bills, ils ont joué les Steelers, ils ont joué les Broncos, ils ont joué les Cowboys. C'était toutes des franchises qui auraient dû normalement gagner, mais largement beaucoup plus, quoi. Donc oui, il faut quand même remettre un peu tout ça au centre et bien voir que oui, des défaites encourageantes au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, mais pour autant, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé cette année. On sent quand même une petite grinta, une petite envie de mieux faire. Et ça, c'est toujours plaisant pour un coach, j'imagine. Il peut au moins travailler dessus. Et donc, ces 3 défaites, là, à moins de 2 points, ont dû servir pour justement permettre cette victoire hier soir. Ouais, mais attention quand même. C'est hyper fragile parce que... Ah bah oui. Même quand il y a des prémices, tu vois que ça revient un petit peu, ils veulent essayer d'aller trop vite et patatras. Regarde ce qui s'était passé avec Aaron Rodgers. Il y avait d'autres attentes. Oui, mais d'autres attentes. Mais sauf que la situation n'est pas comparable. Oui, mais la première année de Robert Saleh, je suis désolé, c'était plutôt bien parti. Sauce Gardner, il manquait un quarterback. On fait venir, mais on fait pas venir le bon. On met la charrue avant les bœufs, et c'est là où ça se prend les pieds dans le tapis. Moi, je trouve que ça a toujours été. Ou le tendon d'Achille dans le MetLife. Ouais, mais en fait, si tu veux, là, ils auraient été un petit peu plus patients et ils auraient continué de construire au lieu d'essayer de faire un trade et pour vendre les bijoux de famille et puis let's go. Après, je te rappelle qu'il fallait construire avec Zach Wilson. Hein. Non, mais il y avait peut-être d'autres solutions et surtout c'est
tout ce que tu as lâché pour avoir Aaron Rodgers qui était en fin de course, on le savait. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on savait que ça allait être compliqué. Du coup, tu m'as complètement plombé ma transition parce que j'avais prévu de faire une transition des Bengals vers les Ravens de Baltimore, tu vois, dans la même division. Mais bon, là, du coup, c'est complètement flingué. Mais on va quand même arriver à nos amis des Ravens. Juste avant, on va saluer tous les fans des Jets qui peuvent célébrer cette première victoire, qu'ils en profitent. Vive les Jets pour cette 8e semaine. Les Ravens de Baltimore qui ne l'est peut-être pas tant, Baltimore qui est peut-être encore en vie dans cette saison. C'était compliqué, on était sur 3-4 défaites de suite. Lamar Jackson qui était blessé, qu'il était toujours pas revenu pour cette semaine 8, face à des Bears qui eux étaient très performants ces derniers temps. Une victoire, 5 défaites, c'était le bilan de Baltimore juste avant le début de cette semaine 8. On se disait que c'était le match à pas perdre pour se relancer après la bye week. Et mon Seb, ils ne l'ont pas perdu. C'est Baltimore Ravens et ils s'imposent donc 30-16 face aux Bears. S'impose 30-16 face aux Bears. Tyler Huntley, comme tu l'as dit, qui fait l'intérim de Lamar Jackson, dont le statut avant le match était un petit peu nébuleux. Huntley s'en sort très bien. 17 sur 22, 186 yards, un touchdown, 8 courses, 53 yards. Il a su se montrer à la hauteur avec 6 scoring drives en 8 possessions. Et surtout, il a su rester précis pendant tout le match. Il a été bien aidé par la protection de sa ligne offensive. L'efficacité en red zone a été, on va dire, discutable. Ils font un 3 sur 6, mais pas de turnover. Ils ont en règle générale, éviter les jeux négatifs sur ce match. Et on pourrait même se demander qu'est-ce qui se serait passé si Tyler Huntley avait été titularisé à la place de Cooper Rush. J'espère qu'il va pas leur manquer une victoire à la fin de la saison. Parce que là, il va y avoir un choix. On ne pourra se dire qu'il y a eu un choix discutable. Derrick Henry est de retour, 71 yards, 2 touchdowns. La défense, elle a plié, mais sans rompre. Ils prennent 2 longs drives en début de rencontre, mais qui se concluent sur des field goals. Ça a d'ailleurs été un petit peu le problème de Chicago sur cette rencontre. Et toujours côté défense, Roquan Smith absolument partout sur le terrain avec 12 plaquages. Le rookie Mike Green qui réalise son premier sac. Et puis, il y a eu bien sûr l'interception de Ned Quiggins qui remonte jusqu'aux 9 yards de Chicago pour tuer le match. Ce que j'ai noté, moi, sur cette défense, c'est des gros progrès sur les plaquages, parce que ça avait été un problème particulièrement visible ces dernières semaines. Donc, on a travaillé ce point-là du côté de Baltimore. Il y a peut-être des jours meilleurs qui s'annoncent de leur côté, en particulier si Lamar Jackson revient la semaine prochaine. Alors normalement, il devrait être de retour, puisque là, comme tu l'as dit, il y a eu ce petit couac de l'entraînement de vendredi. On rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, il a été dans le rapport de blessure de vendredi indiqué comme participant complet, comme participant normalement à l'entraînement du vendredi. Samedi, un peu à la surprise générale, il a été annoncé forfait pour la rencontre, et le statut du rapport de blessure de vendredi a été changé. Les Ravens ont dit que finalement il avait été limité à l'entraînement, ce qui est contraire aux règles d'éthique de la NFL, notamment à cause des paris sportifs, puisque ça peut influer très fortement sur les cotations des bookmakers. Et donc les Baltimore Ravens sont actuellement sous le coup d'une enquête de la NFL pour savoir si c'était une erreur qui a été faite avec malhonnêteté ou si c'était juste une petite mésentente. Bon, ça, à mon avis, ça se finira avec une amende. Ça ira pas beaucoup plus loin que ça, mais l'enquête de la NFL est pour l'instant en cours. Mon cher Yaya, est-ce qu'on y croit à ces Ravens? Est-ce que ça y est, ils sont 4 de victoire finalement des Steelers de la tête de division? C'est pas tant que ça, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin que ça, mais j'ai peur qu'ils partent d'un peu trop loin, même si... C'est les Dolphins la semaine prochaine, pour info. Ouais. Heureusement que dans cette division, il n'y a pas de cadre, quoi. Donc, les Steelers n'ont pas fait le trou quand ils devaient le faire.
Donc effectivement, ils peuvent essayer de les rattraper. Et de mémoire, je crois qu'ils les jouent 2 fois, puisqu'ils les ont pas encore joués. Alors, je regarde. Oui, 2 fois encore, oui, c'est ça. Donc ils peuvent. Une fois la dernière journée. Ouais, donc ils peuvent récupérer le game, le tiebreaker. Ouais. Et là, ils ont un calendrier Baltimore. Je fais juste les 4 prochaines journées. C'est déplacement à Miami, déplacement à Minnesota, déplacement à Cleveland et réception des Jets. Le truc, c'est que face à Cleveland, on sait toujours que c'est un duel de division. C'est toujours compliqué, même si c'est Cleveland. Minnesota, ils sont tellement sur courant alternatif qu'on ne sait pas. Et les Jets, on a vu qu'il y avait encore un peu l'encéphalogramme n'est pas plat. Ils peuvent gagner les 4 matchs. Ils se remettent largement dans la course. Après, Kelsey dans playoff, quoi. C'est ça. Il faut qu'ils gagnent les 4 matchs, parce qu'après, ça va être compliqué. Hein, parce qu'après, derrière, on a 2 fois les Steelers, les Bengals 2 fois, les Packers et les Pats, et les Packers à Green Bay. Donc oui, il faut qu'ils gagnent les 4 matchs. Ouais. Bah, de toute façon, là, ils ont grillé leur joker. Hein, Comme tu l'as dit, ils sont à 2 victoires des Steelers, mais ils ont le même nombre de victoires que les Browns, là, en fait, actuellement. Hein, donc, c'est pareil, hein, la division, elle est très serrée. On s'attendait à une division tout feu, tout flamme qui partait avec énormément de victoires et où ça allait se jouer vraiment très haut. Et au final, on a une division qui est plutôt, on va dire, à la traîne et où si on arrive à sortir 2 équipes qualifiées pour les playoffs, ça sera pas si mal que ça quand on voit les autres divisions en AFC, pardon. Donc voilà, c'est à voir. On en parlera longuement dans le podcast du milieu de semaine, puisque ce sera notre fameux power ranking des divisions qui nous attend pendant cette semaine, où Yaya va nous sortir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il nous fait la tête, Yaya? Qu'est-ce qu'il a? Il va me dire, je suis pas là mercredi. Bah, exactement. Ah là là, il est pas là. Mais c'est pas grave, on le fera sans toi, tu nous donneras tes infos. Rien à faire que tu sois pas là, t'as qu'à être là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu nous fais des faux bons. C'est pas de notre faute, quand même. Oui, mais avec un ballon ovale, tu crois qu'il peut y avoir que des bons rebonds? Juste une petite stat intéressante. Les Ravens sont à 178 yards à la passe. Si on prend les 186 de Tyler Huntley moins les 8 des sacs. Donc 178 à la passe et 177 à la course. C'est ce qu'on appelle une attaque multidimensionnelle. Équilibré. 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 Cette attaque. En tout cas, ça fait plaisir de voir Derrick Henry retrouver le chemin de la end zone 2 fois en plus, un doublé pour. Ouais. Et sur des courses tout en puissance. Alors de mémoire, il y en a une qui est un petit peu sur le côté, mais la deuxième est vraiment toute en puissance. Non, je crois que les deux sont en débordement, non? Non, il y en a une qui est en plein centre. Ou au moins que ce soit celle où il s'arrête à 1 yard, je me souviens plus. Je crois que c'est ça, pardon. parce que le premier il part sur la gauche et le deuxième il part sur la droite. Pour moi, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, alors c'est très bien de faire les 71 yards de Derrick Henry, mais c'est dans 21 portées. Et c'est une moyenne quand même, Josh Jacobs. Voilà, la moyenne est quand même relativement. Enfin, on a 3,4 yards en moyenne, c'est pas non plus exceptionnel. C'est Jacobsienne, j'ai envie de dire. Moyenne toute joshienne. Et pour parler un petit peu des Bears, les Bears, je dis toujours les Bears, moi j'ai envie de Bears. Non, mais oui, mais voilà, c'est comme ça. Les Bears et les Packers. Alors, les Bears, ils sont sous pression. Mais les Bears, mais c'est plutôt les Packers, parce que c'est plutôt dans le Wisconsin, la bière. Alors, pour parler des Bears, va être très décevant ce match parce que clairement en dessous de ce qu'ils avaient sorti ces derniers matchs, une défense qui est passée complètement à côté et une attaque, on avait l'impression, là par contre vraiment beaucoup plus unidimensionnelle avec 285 yards à la passe pour 96 yards à la course. C'était pas non plus exceptionnel, c'était pas fifou ce qu'ils ont présenté et ça fait un peu peur. On sait pas trop si à Chicago on doit voir le Bear à moitié plein ou à moitié vide.
Voilà. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour... Oui, pour que les gens aient le temps de l'apprécier, t'as raison. Voilà. Là, tu vois, C'est du génie. Ami Voilà. podcast, vous voyez, n'hésitez pas à mettre dans le Discord que l'on a tous ensemble la blague préférée de la semaine. On va faire ça, une élection de la blague préférée de la semaine. Le niveau du podcast. Seb se prend la tête à deux mains, ça va être fantastique. Ce qui est fou, c'est qu'on arrive encore à creuser, quoi. Moi, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Tiens, en parlant de creuser, on va parler des Titans du Tennessee. Mais comme avant, c'était les Oilers, effectivement, ils creusent. Ça creuse. Non, on va parler surtout des Colts d'Indianapolis et de la division AFC Sud rapidement, puisque les Colts se sont imposés très nettement 38-14 face aux Titans. Il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de mystère, il n'y a pas eu de... Voilà. Il y a eu un Jonathan Taylor encore en feu. Un Jonathan Taylor qui termine, si je dis pas de bêtises, avec 2 touchdowns dans la course, pardon. Si, c'est ça, 3 touchdowns. Et un en réception, c'est bien ça, 3 touchdowns pour Jonathan Taylor. Si je dis pas le bêtise, c'est le premier joueur à faire 3 triplés en 5 matchs, non, je sais plus, mais... Merci, c'est là qu'on voit que les stats ont été bossés, quoi. Je l'ai plus. Mais je l'ai plus, mais sachez que je peux vous dire qu'il y a une stat intéressante sur Jonathan Taylor. Voilà. Et alors, est-ce que tu savais qu'il y a une stat qui dit que quand la lune est gibbeuse, pour Thanksgiving, les Lions perdent. Bon, ben voilà. Je sais pas d'où elle sort, mais elle sort. Bon, ben voilà. Jonathan, on n'aura pas la stat. Bon, on donc, bien, quoi. Et donc, en fait, chers auditeurs, Jean-Michel à peu près, quoi. Vous avez la blague de l'épisode. Ce sera pas flap, ce sera vite. C'est ça. Alors attendez, parce qu'il y a une info. Alors je fais juste un petit switch. Il y a une info qui vient d'arriver. Et là, c'est pas une blague. C'est une vraie info. Carson Wentz, le quarterback des Vikings, est out pour toute la saison. Il est blessé à l'épaule et donc il sera opéré de l'épaule. Carson Wentz est donc out pour toute la fin de saison. Alors si JJ McCarthy n'est pas dispo non plus, ça va commencer à être un petit peu problématique chez nos amis des Vikings. Surtout qu'on a vu que Justin Jefferson montrait des signes d'agacement. Et, on va renvoyer Seb pour libérer Justin Jefferson. Pour la trade deadline, on va relancer le free Justin. Ça serait dommage qu'il soit libéré maintenant après la comédie qu'il a fait la saison dernière, mais passons. Mais visiblement, il serait en passe de demander un trade là. Revenons-en, si vous le voulez bien, nos Colts d'Indianapolis. Les Colts d'Indianapolis, qui ont donc, avec Jonathan Taylor et sa stat mystère, réussi à battre assez nettement les Titans du Tennessee. Ça, c'est pas une grande surprise. Mais avec la bye week des Jacksonville Jaguars, il y a déjà un vrai trou qui s'est creusé dans cette AFC Sud. 7 victoires, 1 défaite pour les Colts, 4 victoires, 3 défaites pour les Jaguars qui sont leurs premiers poursuivants. La question est simple, Seb, est-ce que les Colts ont déjà tué la div? En tout cas, on n'est pas loin. Hein. Ils sont très très à l'aise dans leur division. A priori, ils ont pris de l'avance sur tous leurs concurrents. Il semble difficile de les toucher actuellement. Oui, ils ont peut-être bien déjà tué le suspense. Peut-être qu'il n'y a plus rien à jouer dans la NFC Sud et que c'est plié. Jacksonville et je crois 3 victoires derrière. C'est ça. Houston et 4 victoires derrière. Tennessee, alors n'en parlons pas, hein, ils sont en perdition depuis longtemps, mais pour aller les chercher, ça va être compliqué et on aura une AFC Sud qui ne proposera très certainement le candidat au playoff, son champion. Et la route semble grande ouverte pour les Colts d'Indianapolis. Tout se passe bien. Je crois que Daniel Jones a pris 9 sacs en 8 matchs. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Il est extrêmement bien protégé. Il est très à l'aise avec ce club. Tu as parlé de Jonathan Taylor et de sa performance du jour qui est à l'image de sa saison. Il revient au niveau qu'il n'aurait pas quitté s'il n'avait pas connu ces 2 saisons avec
avec des blessures. Et alors, je pense que j'ai trouvé la stat dont voulait nous parler Vince. Jonathan Taylor a marqué 3 touchdowns ou plus lors de 4 des 8 premiers matchs de la saison. Et il rejoint Gene Roberts des Giants, ça remonte à 1949 sur la table des statistiques, et il est à 2 matchs d'égaler le record de LaDainian Tomlinson en 2006. Voilà. Et en 2006, qui c'est qui avait été MVP? Eh bien, LaDainian Tomlinson. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, moi, je continue, je mourrai sur cette colline, mais Jonathan Taylor for MVP, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, les gens commencent à faire tomber des MVP des travées du Lucas Oil Stadium. Pas que les gens, pas que les gens. Les commentateurs hier le disaient. Beaucoup de monde commence à le dire. Ça crève vraiment l'écran. Alors, on pourra parler de Jonathan Taylor, mais la renaissance de Daniel Jones est quand même incroyable. Quand on parle le trophée de Comeback Player of the Year, on peut l'avoir ici aussi. Moi, je trouve que là, il fait quand même une saison de fou. C'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à montrer. Dans le match d'hier, Et puis, attends, je te coupe. On pourrait avoir aussi potentiellement, alors pas forcément, mais potentiellement une discussion pour le rookie offensif de l'année avec Tyler Warren, le tight end, qui fait aussi une très très bonne saison, rookie à Indianapolis. Bref, oui, tout ça pour dire que... Et puis on pourrait rajouter le coach de l'année aussi peut-être. Bref. On a après forcément, c'est une franchise qu'on n'attendait absolument pas, qui est arrivée avec un collectif et qui arrive à montrer, en plus de ce collectif, beaucoup d'individualités. Les individualités ne sont pas juste pour elles tirent tout ce collectif vers le haut. Donc forcément, ça marche, ça fait beaucoup de choses. Hier dans le match, à noter une superbe réception. Je pense que vous l'avez tous vu, ou sinon, allez la voir, de Tillman sur son touchdown. C'est incroyable la manière dont il catch. Pittman. J'ai dit Tillman, non, c'est Pittman, qui catch un superbe ballon le long de la touche. Vraiment, vraiment incroyable. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette équipe très, très, très surprenante depuis le début de la saison. Une ligne offensive, comme l'a dit Seb, qui est vraiment... Je fais rire mes collègues, c'est déjà bien. Non, une ligne offensive qui est vraiment très très bonne, qui protège très bien Daniel Jones. Alors hier, il a quand même subi 3 sacs, c'est pas rien, mais c'est surtout dans la stabilité de ses lancers qui c'est intéressant à voir. Et puis on voit aussi qu'ils ont de plus en plus de receveurs, de nouveaux receveurs visés. Hier, c'était sa connexion c'était sa connexion avec Down qui était très bon. Alors, la connexion Down Jones, il faut qu'il joue en bourse. Faut qu'il joue en bourse. Voilà, faut qu'il joue en bourse. Tout à fait. Voilà. Bon, mon Yaya, c'est Colts toujours aussi impressionnant. Oui, bah écoute, tant que ça tient, ça tient. Je vais quand même mettre un petit bémol. Il faut pas des musiciens. Voilà, exactement. Faut pas qu'ils se relâchent. Parce que y a toujours Houston qui doit les jouer 2 fois, même s'ils ont 4 matchs d'avance, tu vois, faut pas traîner en route parce que tu perds 2 fois contre Houston, et ils reviennent sur les talons. Sachant que Houston et notamment au dernier match, ce serait dommage de se mettre la pression bêtement. Donc, faut que ça continue comme ça. Je crois qu'ils n'ont pas encore eu leur bye week, donc. Faut pas que ça mette en coup de... Alors, tu sais, il y a un principe très simple pour savoir s'ils l'ont, c'est le bilan par rapport au nombre de semaines. Comme ils sont à 7 ans et qu'il y a 8 semaines, t'es tranquille, c'est qu'ils l'ont pas. C'est une petite moyen mémotechnique. Oui, mais surtout, c'est qu'il va pas falloir que la bye week les coupe dans le rythme. Leur coupe les pattes. C'est quand leur bye week au Colts d'Indianapolis. Attention, vérifions ça tout de suite. C'est dans 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ils jouent contre les Steelers, contre les Falcons, et après ils ont une bye, et après c'est les Chiefs en retour de bye. Et après c'est Texans, c'est un duel de division. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui va être important pour eux, garder le rythme. Après effectivement, tu l'as dit, le renouveau de Taylor, ça vient aussi de la grande forme, notamment de Quentin Nelson, qui avait été pas mal blessé ces dernières années, et il crée des brèches. C'est assez impressionnant.
et la ligne a martyrisé la défense des Titans. On a parlé des Colts d'Indianapolis. Dans l'autre division sud, en NFC, les Buccaneers de Tampa Bay se sont imposés 23-3 face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors ça, jusque-là, c'est pas franchement l'exploit de l'année. Mais là, c'est toujours pareil. 6-2 pour les Buccaneers. Le premier poursuivant, ce sont, si je dis pas de bêtises, les Panthers. C'est ça? Oui. Je dis pas de bêtises. c'est ça. 4-4. Ouais. Qui n'étaient pas forcément pressentis pour être les principaux adversaires des Buccaneers dans cette saison 2025. On a eu une équipe, Vince, qui était une équipe des Buccaneers qui a été très poussive hier, offensivement. Alors, il manque Mike Evans, il manque Bucky Irving, il manque Chris Godwin. Todd Bowles disait hier en conférence de presse que il était grand temps que la bye week arrive et elle arrivera la semaine prochaine pour les Buccaneers pour soigner les bobos. Il a dit même, je le cite, je crois qu'aucune équipe n'a autant besoin que nous de la bye week actuellement. Est-ce qu'il est temps que le repos arrive pour les Tampa Bay Buccaneers? Et surtout, est-ce que, comme les Colts, ils ont déjà fait un grand pas vers la division NFC Sud? Alors le grand pas, il est fait, mais à la différence des Colts, c'est que là, on s'y attendait un peu. Même si les Falcons, on avait quand même un peu d'espoir en cette équipe, et c'est vrai qu'ils sont assez décevants. Mais bon, Vu le match de la semaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. On s'attendait quand même à ce que les Bucks dominent cette division. Ils l'avaient fait déjà les années précédentes, et Baker Mayfield a fait un début de saison somme toute assez plus que correct même. Hier, ça a été clairement de la suffisance. Ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup plus, je pense, pour venir à bout de ces Saints qui ont en plus changé de QB pour essayer de tenter quelque chose. Alors on verra pour les prochains matchs si ça continuera. Je pense pas, mais bon, ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup plus. La balle, ils l'ont eu. Mais ils ont beaucoup couru. Hein. Il y a eu 29 courses pour 24 ballons lancés. Donc on a beaucoup utilisé le jeu au sol, on a beaucoup laissé le temps s'égrener. Voilà, on sent clairement qu'on est en déficit de receveurs, qu'il y a beaucoup de blessés, qu'il faut voir des choses, qu'il faut revoir certaines choses, certains plans de jeu suite à ces blessures. Voilà, hier ils ont été dans la suffisance et voilà, ils n'avaient pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Les Bucks ont la même mise sur cette division. Je ne vois pas pourquoi et comment ils pourraient perdre cette même mise. Par contre, à la différence avec la AFC South, à mon avis, le second peut encore potentiellement aller chercher le playoff. D'ailleurs, dans les playoff pictures actuels, je crois que le second, qui sont les Panthers, ils sont en 7e position de la NFC, donc playoffable actuellement. Non, ils sont 9. Ah non, pardon, effectivement, les Niners sont juste devant. Oui, tu sais, l'équipe qui gagne jamais, là, les Niners, oui, c'est vrai. Ils sont devant. C'est vrai, la NFC West enverrait 3 représentants. Là, donc oui, à voir. Mais quoi qu'il arrive, les Bucks ont pris le dessus, oui, et je vois pas comment ça pourrait changer d'ici la fin de l'année. Vince disait, Seb, que c'était de la suffisance. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que c'est plus que finalement ils ont fait avec les moyens du bord? Parce qu'encore une fois, il y a quand même une avalanche de blessures. Même Baker Mayfield avait été incertain pendant une grande partie de la semaine. Est-ce que finalement, alors dans un sens, c'est pas rassurant de voir les Buccaneers s'imposer avec un si faible réservoir de joueurs disponibles, mais en même temps, ça montre aussi les limites d'un effectif qui commence à tirer la langue. Je suis d'accord sur l'un des deux points, c'est que l'effectif commence à tirer la langue, c'est qu'effectivement il y avait ce déficit de skills players et de playmakers, un petit chiffre, 86 yards gagnés par les airs par les receveurs de Tampa, dont la moitié, je crois quasiment, 43 par Tess Johnson seul. C'est vous dire si on avait un gros problème. Le jeu au sol a vraiment souffert en l'absence de Bucky Irving, mais en revanche, regardez la performance de la défense. Une défense qui provoque 4 turnovers, dont un fumble de Spencer Rattler dès la première possession. Il y a l'interception d'Anthony Nelson
qui est absolument incroyable. Enfin, il est devant Rattler et c'est à croire que Rattler ne le voit pas. Il envoie le ballon littéralement sur lui. Et puis il y a 10 yards de l'embut en plus. Voilà, 10 yards de l'embut. Il a plus qu'à rentrer tranquillement dans l'embut pour marquer. Nelson a d'ailleurs, donc en plus de cette interception de ce pick six, il ajoute 2 sacs et un fumble provoqué. Il a également attiré beaucoup de pénalités sur lui, beaucoup de fautes provoquées. Antoine Winfield Jr. qui recouvre un fumble et qui arrache une interception des mains de Chris Olave, un véritable exploit personnel. Cette défense, elle a limité les Saints à 48 yards au sol. Elle a généré 28 pressions. Et en revanche, je suis d'accord sur cet argument-là également, c'est qu'ils ont fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire que c'est la défense qui a permis de remporter ce match. Offensivement, il y a 2 séquences quasi identiques qui m'ont marqué du côté de Tampa. En première mi-temps, ils se retrouvent devant l'embut. Je crois qu'ils font 4 ou 5 phases de jeu, ils ne parviennent pas à marquer. Il y a un goal line stand des Saints. Il y a un goal line stand de New Orleans en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, même situation. Cette fois, Tampa va marquer, mais ils vont s'y reprendre à 4 fois. Ils vont marquer sur le 4e down. Donc, c'est dire que si en attaque, ça piétinait habituellement, ça aurait fait beaucoup moins de fioriture dans ce type de situation. Je crois, si ma mémoire est bonne, que il y a les 4 tentatives de la part des Buccaneers qui sont stoppées, et derrière, c'est juste derrière qu'il y a l'interception de Rattler pour le touchdown. En fait, les Saints repartent et ils repartent collés à leur end zone. Et 2 ou 3 passes plus tard, Rattler envoie l'interception et se fait remonter pour touchdown. Donc c'est vraiment juste après. C'est après le goal line stand en première mi-temps. La défense n'a pas dû bien le prendre du côté de l'Orléans. C'est très exactement ce que je me suis dit. Tu es en défense, en particulier ligne défensive ou linebacker, à ce moment-là, tu prends la tête dans les mains et tu dis ouais, c'est pas possible. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, Tampa, là, ils ont joué sur ce qu'ils avaient, sur les forces qu'ils avaient disponibles. Ça a été leur défense. Ça suffisait contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Pas sûr que ça passe contre d'autres clubs. Et effectivement, la bye week va leur faire du bien. Même question, mon Yaya. Est-ce que les Buccaneers ont déjà mis la NFC Sud dans leur poche pour une nouvelle année supplémentaire? Parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en tête de la NFC Sud. Ils ont que 2 victoires d'avance sur Carolina, mais il y a un sentiment de domination qui est là. Le vrai souci, ça va être, est-ce qu'ils vont avoir assez d'essence dans le réservoir? Moi, c'est ça la vraie question, parce que la défense, elle tient. Là, effectivement, c'était New Orleans, mais ils auraient pris quelques points en plus. Je suis pas sûr que ça aille au bout, quoi. Donc, il va falloir que c'est surtout du côté de l'attaque, ça se régénère et qu'on arrive à trouver des choses. Et Todd Bowles, c'est un coach défensif. Il a beaucoup de choses dans sa sacoche. Il peut faire le job avec la défense. Sur l'attaque, je ne suis pas aussi sûr, et surtout avec des joueurs blessés. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas aussi certain que toi. Tu es plus certain pour les Colts que pour les... Oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'avance. Il n'y a pas que 2 matchs. Il y a un match de plus. Oui. Et il n'y a pas le... Et encore un demi-match, parce que les Jaguars ont déjà eu leur bye week, donc ils sont à 4 victoires, mais avec un match de moins. Mais il n'y a pas le sentiment d'épuisement que hier, on a clairement vu. Juste un petit truc, j'en reparlerai tout à l'heure. Normalement, il y a même un autre touchdown défensif qui aurait dû être appelé. Très bien. Alors, si tu veux en parler, ça va être bientôt, parce que ça va être l'heure des coups de griffe. Et je peux y aller. Ben vas-y, je t'en prie. Moi, il y a vraiment eu beaucoup de faits d'arbitrage. Alors, il y avait ce fumble, et visiblement, ils ont sifflé. Personne n'a entendu le coup de sifflet. Ils ont rappelé pour Antoine Winfield. Du côté de Philadelphie, il y a eu des coups de sifflet. Un fumble aussi qui n'a pas été pris, enfin qui n'a pas été annoncé. Ça a été compliqué. Une interférence de passe offensive, alors que
Il y a un joueur. Bon, ça, sur le match des Giants, ça n'aurait rien changé, hein, on va être clair. Mais il y a eu des choses, c'était vraiment limite. Juste, je le redis parce que je l'ai dit en début d'émission, mais sur ce fumble sur fumble qu'il n'y a pas eu finalement, de Jalen Hurts sur le touche-push, vraiment regardez la vidéo que Mathieu va sortir demain parce qu'il vous explique notamment le pourquoi du comment de Brian Daboll qui n'a pas pu challenger, etc., etc. Et c'est vraiment intéressant à regarder. Donc vraiment, regardez la vidéo de Mathieu. Je vais pas la spoiler avant. Ouais. Moi, je l'ai déjà vue. Mais regardez-la. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est ça. Et d'un match où ils ont dominé de la tête et des épaules, ça jette pas un discrédit, mais un voile dessus, tu vois, qui fait que c'est pas. Bon, après, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu. Il y a des joueurs qui sont pas bons, les arbitres sont pas bons, mais là, il y en a 7, et les 7, ils n'ont pas été bons en même temps, donc ça fait un peu bizarre. Bon, c'est pas une question des 7. À partir du moment où il y en a un qui siffle, le jeu s'arrête. Non, mais alors, il faut savoir, mais encore une fois, je veux pas. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais que le coup de sifflet arrive après. Non, il arrive après. Et ça, c'est établi. Oui, ok. Il siffle après. Oui, ça, le fait qu'il ne peut pas challenger qui est compliqué. Oui, mais moi, sur Winfield, je suis désolé, je vois pas pourquoi ils arrêtent le jeu alors que. Alors ils l'ont expliqué, mais j'avoue que j'ai pas lu le rapport d'arbitrage. Voilà. Et après, pour revenir sur le match, sur les Giants, c'est vraiment parce que ils ont peur de quoi? Qu'il y ait des prolongations. On sait que les arbitres, ils n'aiment pas les prolongations parce qu'ils ne sont pas payés plus, mais quand même, d'où il y a une offensive, une interférence offensive, quoi. Les deux gars il se fait repousser la main, il remet sa main et bah non, mais toi tu prends une pénalité. Bah vas-y. Enfin, c'est un scandale. Oui. Voilà. C'était ton coup de griffe, ça. Et puis la blessure de Cam Skadjabou, évidemment. Ouais. Une grosse pensée pour Cam qui nous écoute pas, mais on pense quand même à lui, ça n'empêche pas. Alors on va pas se mentir. On tombe pas des nues de savoir que Cam Skadjabou finira pas la saison sur le terrain. Ça, bon, on va dire qu'il y avait des présomptions que ça puisse arriver. On n'avait pas forcément pronostiqué la cheville comme blessure, mais bon, bah voilà, comme quoi, c'est une blessure. Non seulement c'est une blessure déjà visuellement qui est difficile à regarder, mais moi c'est le côté entre guillemets détaché de Skadjabou qui m'a frappé, c'est-à-dire qu'il se relève, il se rassoit en regardant ses coéquipiers, l'air de leur dire me relevez pas les gars. Là, je vais attendre la voiturette si ça vous fait rire, parce que je sens pas de me remettre debout, quoi, tu vois, je sens pas, je sens moyennement, quoi, tu vois. Et c'est vraiment, voilà, bon, c'est comme ça, c'est sur une réception. Alors le plaquage, là, Vince et Seb qui ont fait du foot US pourront en parler plus que moi, mais le plaquage. Bon, il est malheureux. Alors, normalement, il est pénalisable, hein, parce que ça peut être assimilé à un hip drop tackle. Mais voilà. Bon, le plus malheureux, c'est que Skadjabou se bloque la cheville en dessous. Et c'était quand même, on peut dire ce qu'on veut. Je suis pas fan des Giants, mais c'était quand même un joueur qui a amené un côté rafraîchissant dans cette saison 2025, un peu comme Jackson Dart. D'ailleurs, la paire des deux, c'est vrai que c'était sympa à voir, et c'est encore plus dommageable, même si on est pour qu'aucun joueur d'aucune équipe se blesse, c'est encore plus dommageable quand ça vient sur quelqu'un comme ça qui était en train de faire monter un peu de hype au sein de la NFL. Mon Seb, ton coup de cœur ou ton coup de griffe de la semaine? J'ai les deux, dis donc. Ah bah vas-y, vous en avez un peu plus, vous me le mettrez quand même. Il y en a un peu plus, je laisse quand même. Miles Garrett et ses 5 sacs, il dépasse Reggie White pour le record de sacs réalisé par un joueur. Vas-y. Donc il dépasse Reggie White pour le record de sacs réalisé par un joueur avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Il en est à 108,5 et ces 5 sacs, ce sont également son record personnel et le record de la franchise. Il est leader de la ligue avec 10 sacs cette saison. Et mon coup de griffe, alors attends, juste avant,
juste Ah, avant. il Le a quiz, doublé. un petit quiz. Tu as dit donc 5 sacs pour Myles Garrett, qui s'est dit frustré de la défaite des Browns, comme s'il s'y attendait pas. Donc 5 sacs, 5 sacs pour Myles Garrett. Est-ce que vous savez qui a le record du nombre de sacs sur un seul match? Lawrence Taylor. Non, c'est pas le. Ça a une trentaine d'années. Ouais, je l'aurais pas. Ça a une trentaine d'années, donc dans les années 90. Tout à fait. Long. Début des années 90. Howie Long. Non. Non. Ça se passe à Kansas City. Tout début des années 90. Oh, Derek Thomas. Derek Thomas avec 7 sacs face aux Seattle Seahawks le 11 novembre 1990. Et alors, le plus marrant, entre guillemets, dans cette statistique, c'est qu'il était tout près d'en réussir un 8e. Il attrape Dave Krieg, le quarterback des Seahawks à l'époque, et il l'attrape, il le relâche, et Dave Krieg arrive à lancer le ballon qui donne le touchdown de la victoire aux Seahawks dans les dernières secondes. Donc voilà, il aurait pu faire 8 sacs et en ratant le 8e sac, finalement, les Seahawks s'imposent dans ce match-là. Voilà, c'est le petit moment histoire de la ligue. C'est pour les plus jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas Derek Thomas. Voilà, 7 sacs dans un même match, c'est quand même pas rien. Il est décédé d'un accident de voiture pas très très longtemps après. Dans les, Décédé dans un accident de voiture, brusquement. Ouais. Immense joueur des années 90. Parce que les Chiefs de Kansas City n'ont pas commencé avec Travis Kelce. Voilà. Ils ont été 4e champion, je crois. Hein, 4e Super Bowl. Oui, Super Bowl 4, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Après les Jets. Et finaliste du premier. Oui. Mon cher Seb, du coup, ton coup de... Et juste pour revenir sur Myles Garrett, c'est aussi le premier joueur à faire 5 sacs et alors que sa franchise perd de plus de 3 points, alors qu'il en a pris 15, au moins 15, même 20. Donc oui, la performance est quand même est impressionnante pour lui, mais la performance collective des Browns est désastreuse. Alors justement, mon coup de griffe, c'est Myles Garrett qui s'énerve sur la touche parce que son équipe qui a l'habitude de perdre, perd, voilà, quelle surprise, et qui se rend compte qu'il ne gagnera pas le Super Bowl cette saison. Quel dommage. Quelle clairvoyance. Mais quelle clairvoyance, quel dommage, surtout en début de saison, qu'on l'ait obligé à signer cet énorme contrat avec Cleveland, alors qu'il disait qu'il voulait se barrer pour gagner un titre. C'est quand même ballot, madame. Et qu'il a dit, et que d'après les bruits de couloir qu'on a, il a discuté avec d'autres équipes à qui il a refusé, avec qui il a refusé de signer, etc., parce qu'elles n'étaient pas, je cite, suffisamment contender au Super Bowl. On n'a pas le nom des équipes. Et vous savez pas ce que c'est la fidélité, vous savez pas ce que c'est. Je me pose beaucoup de questions pour lui, sur en la tout cas, façon c'est plus de 100 dont il gère sa millions. carrière Ça, et sur ce que fait son agent. Enfin, bon. La fidélité a un prix et lui, clairement, ils ont compris quel prix c'était. Yaya qui nous parle de fidélité, c'est fou. C'est le tringleur de bobin qui nous parle de fidélité. Bref, alors, Vince, mon cher Vince, coup de griffe, t'as les deux toi aussi. Ouais, j'ai les deux. Alors, je vais commencer par le coup de griffe et je rejoins Yaya sur le coup de griffe. Le touch push, on en a parlé pendant très longtemps. C'est une arme dévastatrice. Et à la limite, qu'on autorise son utilisation, pourquoi pas. De toute façon, soyons d'accord, à la fin de la saison, ça va être terminé. Je pense que les deux derniers matchs, ça a été le couvercle qui va enterrer complètement le touch push avec justement ces 2 fumbles sifflés un petit peu trop tôt parce que sur le match d'avant contre les Vikings, c'était exactement le cas, il s'était passé exactement la même chose. Les Vikings avaient récupéré le ballon et le defensive end, je crois qu'il avait récupéré le ballon, et était même parti balle en main pour aller marquer un touchdown. Donc à un moment donné, c'est une arme redoutable. Laissez les défenses au moins tenter de le défendre, ce truc. En fait, on ne peut rien faire, et ça commence à être vraiment problématique parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Même quand on trouve une solution, même quand on arrache la balle, on ne peut pas défendre et la balle elle revient aux Eagles. Donc ça, c'est un peu compliqué. À mon avis, comme tu l'as dit, le règlement va changer et il va y avoir une modification claire. Ça ne peut pas durer. Déjà, cette intersaison, ça s'est joué, je crois, une fois. Si j'ai pas de oui, il me semble. Voilà, ce serait rigolo que ce soit celle des Giants, d'ailleurs. Je pense que non, les Giants avaient voté pour l'interdiction. Et il y avait les Saints qui avaient voté contre, par exemple.
Et donc, par contre, mon coup de cœur, on en a quand même beaucoup parlé dans ce podcast, mais c'est vraiment pour ces Colts, parce que je suis vraiment, Tu vas même pas nous sous parler le, des Broncos. sous le charme. Non, parce que j'en Je croyais parle que tu allais nous parler suffisamment. de l'attaque verticale des Broncos. Mais on en a parlé déjà en off, mais après, si tu m'autorises à en parler, j'en parle. Moi, il n'y a pas de problème. C'est une attaque Fais ce que verticale, tu ça fait veux. plaisir. Mais non, par contre, vraiment, ces Colts me ravissent. J'adore voir cette équipe. C'est une équipe que j'apprécie. Surtout avec leur receveur. Ravis Kelsey. Et donc voilà, je suis très, très content de voir cette équipe-là. Et je vais finir aussi par un petit point sur Jordan Love qui fait un sacré match hier soir. Et je voulais juste le noter et le notifier parce que c'est vrai que comme c'est les matchs du dimanche soir, nous on a moins le temps de les préparer. Ouais. Mais Jordan Love sort quand même une masterclass hier soir. 29 sur 37, 360 yards, 3 TD, 0 interception. 134 de rating QB. Donc franchement, très très bon match contre les Steelers. Pour une rencontre, Aaron Rodgers contre son ancien club des Packers. Alors j'ai un autre petit quiz, mais je vais le faire pendant le déroulé des résultats, le rappel des scores de cette 8e semaine. 37-10, c'est la victoire des Chargers en ouverture face aux Vikings du Minnesota, une victoire somme toute tranquille pour les Chargers, entre deux équipes qui sont un peu sur courant alternatif l'une comme l'autre. Les Chargers se sont donc nettement imposés. Les Jets qui s'imposent 39-38 face aux Bengals, les Ravens qui gagnent 30-16 face aux Bears, on en a parlé pendant cette émission. Le match, donc justement, qui fera l'objet du petit quiz, les Dolphins qui s'imposent 34-10 face aux Falcons, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une très très grosse victoire des Dolphins, ou plutôt une très très grosse défaite de nos amis d'Atlanta. Je repense à Kirk Cousins. Voilà. Il est tellement gentil qu'il laisse même gagner Miami. Moi, ça me fascine absolument. Je sais pas si vous avez vu dans la semaine Tua Tagovailoa qui justifiait le fait qu'il soit moins précis par sa petite taille. Il a dit, comme je ne fais qu'un mètre 85, je vois mal mes receveurs, et du coup, ça explique que je ne sois pas aussi précis. Alors, j'ai une petite question pour vous. Quel était est le joueur qui était le plus quarterback petit joueur, non, le plus petit joueur de l'histoire de la NFL? C'était pas quarterback. C'est récent? Oh non, le vrai plus petit, c'est de 1929. Oui, non, mais c'est mort. Alors, j'aurais dit Doug Flutie, mais tu m'as dit que... Mais non, peut-être pas. Il jouait au Staten Island Stapletons. Oh là là, aucune idée. Ça remonte trop loin. Et il s'appelle Jack Shapiro. Il a joué un seul match. Alors, c'était à l'époque, c'était en blocking back, donc c'est l'équivalent du fullback, grosso modo, de maintenant. Il mesurait 1m55 pour 53 kilos. Il a joué un seul match en NFL. Alors, je vais vous faire une question qui est un peu plus facile, entre guillemets. Quel est le joueur de l'ère Super Bowl le plus petit? Donc là, c'est plus récent. C'est dans les années 2010. Alors, je pensais à un... Est-ce qu'il a gagné un Super Bowl? Non. Trindon Holiday. Je crois pas. Trindon Holiday, tout à fait. Trindon Holiday qui a joué chez les Broncos de Denver. Oh là là. Relanceur de coups de pied exceptionnel. Oui, il faut filer de partout. Et qui avait fait les tryouts pour l'équipe de 4x100 mètres olympique. C'est ça. Et qui avait renoncé parce que dans l'athlétisme, il était champion de sprint NCAA avec LSU. Il mesurait 1m65. Trindon Holiday. Donc c'est le plus petit joueur de NFL de l'ère Super Bowl. Il a été drafté par les Texans, c'était 5e ou 6e tour si je dis pas de bêtises. Et ensuite il avait joué chez les Broncos, de Denver. Donc voilà, c'est le plus petit joueur. Ça fait une petite culture en plus. Vous voyez, mais notre Seb est intarissable sur ce genre d'informations. C'était un joueur que j'aimais énormément. Et tout petit joueur, je pense qu'on peut retrouver des highlights de ses retours de coup de pied, notamment. Vous verrez, ça fait assez bizarre de voir un joueur d'1m65 en NFL. Je doute par contre que vous trouviez des highlights de Jack Shapiro.
On- de on sera- 1929. Non, ça, il y a On se rend pas, Et il y avait on à peu s- près. on se rend pas assez compte, mais les joueurs de ligne mesurent un minimum 1m90. Il faut bien se Oui, rendre ben oui, compte c'est de ça. ce que. Et Tua Tagovailoa, pour information, c'est 1m85. Donc voilà. Voilà, donc enfin, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer et de jouer contre quelqu'un qui s'est fait cut au dernier tour de NFL. C'est impressionnant, le gars venait jouer en Europe après pour sa saison. C'est vraiment impressionnant, une souplesse, une force, une puissance et une explosivité incroyable pour quelqu'un de 2 mètres, il faisait 2 mètres 8, 2 mètres ouais, vraiment incroyable. Tu voulais... Non, il y avait quel... Non, Seb, tu voulais dire un truc, non? Non, je crois que... Non, non, enfin, Holiday, sur les mêmes gabarits, il y avait alors la génération d'avant, les années 90, à peine plus grand, il y avait un joueur à Cleveland qui s'appelait Eric Metcalf, et également un relanceur de coups de pied redoutable. Là aussi, on doit pouvoir trouver des highlights sur le net. Regardez-les, je me souviens, je l'ai vu, je crois que c'est contre Pittsburgh en 92, j'avais vu relancer un punt et un kick-off pour un touchdown dans le même match. C'était incroyable à avoir évolué. Les Bills qui s'imposent très facilement 40-9 avec d'ailleurs le CM, le community manager des Bills qui a complètement craqué. Je sais pas si vous avez vu son post, qui nous a mis une photo d'un chaton noir avec des gros yeux qui fait miaou. Voilà, il a complètement craqué, le CM des Bills. Voilà, on le salue. Victoire 40-9 donc pour les Bills. C'est la 9e victoire après bye week pour McDermott. Il en est à 9 victoires et 0 défaites depuis qu'il entraîne les Bills, juste après la bye week. À croire que le repos lui fait du bien. De là à dire qu'il est plus performant au repos que d'habitude, ça, c'est une autre problématique. Les Texans qui s'imposent 26-15 face aux 49ers de San Francisco, les Eagles 38-20 face aux Giants, les Patriots qui gagnent 32-13 face aux Browns, les Buccaneers s'imposent 23-3 face aux Saints, les Colts gagnent 38-14 face aux Titans, les Broncos étrillent nos amis de Dallas 44-24 et les Packers s'imposent 35-25 face aux Steelers. Comme quoi, hein, Aaron Rodgers, c'est jamais très bon de retrouver son ex. Les Chiefs de Kansas City affronteront les Commanders, ça c'est pour le dernier match dans la nuit de lundi à mardi. Je crois que notre ami, juste avant de terminer, notre ami Jiasu dans notre Discord nous avait donné quelques questions. Alors peut-être qu'on y a déjà répondu, je vais juste les retrouver vite fait. Que s'est-il passé aux 49ers, mon cher Seb? Alors, je n'ai pas encore eu le temps de voir le match. Pour être honnête, j'en ai juste vu ce qui a été montré sur le Red Zone. Gros problème en première mi-temps du côté de l'attaque, incapable de driver parce que je crois qu'ils avaient un temps de possession vraiment ridicule. Et puis, quand cette offense se réveille, c'est beaucoup trop tard. Je pense également que, a priori, la défense a passé beaucoup de temps sur le terrain. Quand la défense passe du temps sur le terrain, elle s'épuise. Et la question reste donc celle que j'ai posée il y a quelques semaines. Cette défense, en l'absence de Bosa et de Warner, elle avait réussi à bien se comporter, mais pendant combien de temps est-ce que cela va tenir? On verra dans les semaines à venir. Peut-être que c'était juste une mauvaise journée au bureau, mais je pourrais pas me prononcer plus que ça, je n'ai pas encore vu les images. 18 minutes 38 de possession pour l'attaque pour les Niners, 41-22 pour les Texans, 12 first down à 23. Bon ben voilà, tu peux rien faire. Voilà. Et dernière question chez les Browns, puisqu'on finit toujours par les Browns, on finit de la meilleure des manières. Est-il l'heure de voir Shedeur Sanders? Faut tenter quelque chose. Ah, faut essayer. Non, mais qu'est-ce que tu veux essayer? Qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, faut essayer. Laisse-le un peu, le Gabriel, là. Non, mais faut lui. Elle est foutue, ta saison. Bah, justement, essaye. Essaye. Mais tu vas pas la relancer. Alors pourquoi tu prends Sanders? Pourquoi Alors, c'est le GM et le coach n'a pas confiance du tout en Sanders. Il ne veut pas de Sanders. Il va pas le mettre tout de suite. Il va attendre. Il va voir jusqu'à ce que Gabriel se fasse blesser parce que la ligne offensive est poreuse. Et donc voilà, c'est tout. Et on mettra 2 fois son poids. Voilà, bah tu vois, JSU, on est bien plus avancé. Il y en a un qui veut le mettre et l'autre qui veut pas le mettre. Donc, quoi. Mais non, les experts ont tranché. Non, mais surtout en fait, si tu tentes une expérience, c'est pas pour, au bout de 6 semaines, changer.
laisse-le, donne-lui de l'expérience. Si tu penses que c'est ton quarterback pour plus tard, laisse-le. Très bien. Mais si tu penses que c'est Sanders, oui, il fallait mettre Sanders tout de suite. Très bien. Très bien. Nous n'en demanderons pas plus. Nous vous remercions tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc jeudi pour un nouveau podcast NFL. D'ici là, vous aurez des podcasts MLB, des podcasts NBA. Il y en a un qui sort aussi ce mardi matin. N'hésitez pas à aller écouter N1. Et on se retrouve, nous, en milieu de semaine pour un nouveau podcast NFL. D'ici là, portez-vous bien. Saluez le cher receveur des Colts, monsieur Tillman, que l'on est ravi d'avoir connu en ce podcast. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures NFL. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao, bye.